Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte. Amis nationalistes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Aujourd'hui, je suis avec 3 camarades pour une petite émission sur 2 thèmes principaux qu'on va aborder et que je vais présenter juste après. Mais avant, je vais saluer les intervenants de ce soir. Salut Cédric, comment vas-tu ? Bonsoir, en pleine forme évidemment pour cette nouvelle émission. Je salue tous nos auditeurs nationalistes. Je suis ensuite avec Alexandre. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Eh bien, ça va, je suis beaucoup pris en ce moment par mes projets littéraires, mais ça avance bien. Super, et ben on a hâte de voir ce que ça va donner. Et salut Jacques, comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir. Je salue donc mes collègues de l'émission et puis tous les auditeurs qui nous écouteront. Et écoutez, Evida, commençons donc cette émission sur des sujets pour le moins intéressants, comme tous les autres sujets, mais là qui sont en plus brûlants dans l'actualité. Oui, exact, puisque le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est cette controverse qu'il y a eu au sujet de la messe en hommage au maréchal Pétain, qui a eu lieu samedi 15 novembre. À Verdun, il y a une messe en hommage au maréchal Pétain qui était organisée par l'ADMP. Pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne sauraient pas encore, puisque maintenant ça a bien tourné justement l'information sur cette messe qui était organisée par l'ADMP. C'est l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, association qui n'était peut-être d'ailleurs justement pas encore très connue du grand public, mais là, avec cette actualité, je pense que maintenant une grande partie des Français connaissent l'ADMP, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc il y avait eu cette messe qui était organisée et le préfet et le maire de Verdun ont tenté vraiment d'interrompre la cérémonie par tous les moyens possibles. Finalement, ils ont vraiment mis en place tout un dispositif, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais la messe a quand même eu lieu. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est que signifie finalement cette réaction des autorités, donc du préfet et du maire de Verdun, que signifie cette réaction par rapport à cet hommage au maréchal Pétain ? Alors, je commencerai en disant déjà que nous sentons le sens des priorités de la République, puisque en plus de ça, une fois que la messe a été tenue, une plainte, je crois, est venue. En fait, c'est le maire qui a fait un arrêté municipal pour l'interdire, et le préfet a porté plainte pour propos dits négationnistes. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Le régime est plutôt logique à lui-même, hein, il est basé sur les mensonges de l'après-guerre et parmi ces mensonges, Pétain, complice de je ne sais de quelque chose de l'hologramme, enfin de l'Holocauste bien sûr et donc bien évidemment il ne peut être pardonné. Donc c'est vrai que comme tu le fais remarquer Hilda, ce maire a fait une publicité monstrueuse pour cette association que peu de gens connaissaient et je précise qu'il ne s'agit pas de l'association, de notre camarade Henri Massol, puisque justement celle-ci conteste Henri Massol comme héritier des statuts de l'association originelle. C'est une scission en fait qui a organisé cette messe. Et donc oui, c'est les fondamentaux, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que le régime a ses priorités. Il peut se passer je ne sais combien d'actes de violence, mais une messe qui brise l'anti-pétainisme et puis la haine de la France à travers Pétain, peu importe les critiques qu'on peut avoir, bien évidemment, c'est véritablement quelque chose de profondément ancré dans la tradition de la République.
Et donc, le simple fait de dire, voilà, rendons une prière pour le maréchal Philippe Pétain, c'est déjà trop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le maire. Il a dit, oui, Verdun est une ville de l'universalité. Et il est allé très loin parce qu'il a dit que Philippe Pétain était l'anti-humanité, quelque chose comme ça. On voit bien que ces gens ne se trompent pas, hein, et ciblent bien les figures qui sont qui ont été des contre-courants contre leurs projets mortifères à leurs ancêtres politiques et à eux-mêmes, à leurs descendants politiques, pourquoi pas. Le tribunal administratif a donné raison à l'association, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et je tiens aussi à saluer monsieur Pierre Nicolas Nups, qui s'est amusé à à humilier les antipétainistes et les gauchistes du coin, notamment en chantant l'hymne de l'État français de l'époque. Eh bien, moi, je voudrais souligner 2 choses qui, à mon sens, sont assez frappantes dans cette affaire. La première, c'est que nous évoluons toujours dans le paradigme, qui a été façonné par Nuremberg, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a, on va dire, dessiné les principaux contours de l'antifascisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, à chaque résurgence, à chaque réminiscence, à chaque petit souvenir, aussi vague soit-il, eh bien, de figures plus ou moins contestées, en l'occurrence très contestées évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, voilà, on dresse les barricades, on sort les fourches et on attaque quiconque voilà, s'oppose à la doxa. Ça, c'est sur le plan, on va dire, purement politique. Et la deuxième chose, sur le plan moral, c'est que ces gens n'ont absolument aucun respect pour les morts. On l'a vu récemment quand Jean-Marie Le Pen est décédé, ils sont allés festoyer. Voilà, toute la ligue gauchiste que l'on combat au quotidien, qui sont les mêmes qui sont allés protester contre la tenue de cette messe par ailleurs. Récemment, nous avons été concernés nous-mêmes puisque nous avons organisé un hommage à Pierre Sidos dans un cimetière parisien. Et le gardien, en plus du cimetière, qui est censé avoir du respect pour les morts, quand vous êtes gardien de cimetière, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, et bien nous avait dit voilà, qu'il allait informer les autorités compétentes, voilà, que ce genre d'hommage n'avait pas lieu d'être. Et en plus de ça, on pourrait aussi ajouter qu'on est face à des gens qui sont complètement manichéens, puisque quand bien même, voilà, il y aurait un débat sur est-ce que le maréchal Pétain a bien fait, a mal fait pendant la Seconde Guerre mondiale, le débat qui cristallise toutes les angoisses actuellement, eh bien, ça reste, quoi qu'il arrive, le héros de Verdun. Et ça, normalement, même ceux qui ont une idéologie qui détruit la France devraient pouvoir l'avouer, mais même ça, ils ne veulent pas s'y résoudre parce que ce serait concéder une part d'humanité à Philippe Pétain, au maréchal. Et ça, évidemment, ils ne veulent pas. Bon, comme vous le savez tous, je suis un grand passionné de la personne du maréchal Pétain. J'ai beaucoup étudié sa vie, indépendamment de l'aspect politique qu'il représente. Il y a une chose, moi, qui m'a interpellé dès le début de cette affaire, ça a été l'attitude du maire, donc d'hiver gauche. Hein, bon, d'hiver gauche dans certaines communes, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est la peste rouge, la peste bolchevique, qui avait déclaré, je l'avais entendu sur RMC le jeudi ou le vendredi avant la date de la messe, il avait déclaré qu'il s'opposerait physiquement, ça a été rappelé sur à ce que les gens puissent accéder à l'église dans laquelle devait se célébrer la messe. Alors il y a une précision qui est très importante, qui a été faite par nos amis du journal Rivarol. Pour ceux qui ne connaissent pas le journal, je vous invite à vous le procurer et à vous abonner, à soutenir ce journal qui est un des derniers journaux libres de ce pays. Et il rappelait une chose intéressante, c'est qu'en ce mois de novembre, chez les catholiques, on prie particulièrement pour les âmes du purgatoire.
Et donc, il n'est pas farfelu que des catholiques prient pour le repos des âmes des fidèles trépassés, fussent-ils de simples civils ou un maréchal de France. Euh, et que là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'une messe à la mémoire du maréchal, mais d'une intention de messe pour le repos de l'âme du maréchal. Ce sont deux choses différentes. Là, ceux qui vont à l'église régulièrement connaissent cette différence, mais malheureusement, ce n'est plus le cas des Français, qui n'ont plus aucune culture religieuse. C'est ce que rappelait l'ami Jérôme Bourbon dans son éditorial de Rivarol. Donc c'est ça qui est quand même dingue, c'est que je vais reprendre un peu les termes de Jérôme Bourbon, c'est que la République qui a sacralisé la liberté de conscience en ce qui concerne le culte, finalement se trahit elle-même en ayant un maire, certainement franc-maçon, au passage, qui interdit aux gens d'aller en pleine conscience, en pleine liberté, d'aller à une messe. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, je reprends toujours les propos de Jérôme Bourbon. Il y a la doxa, les partisans du système, qui décident qui est un bon chrétien et qui est un mauvais chrétien. Donc, c'est assez amusant. Alors, évidemment, vous êtes un bon chrétien si vous êtes dans le conciliaire et la doctrine, si j'ose dire, de Vatican II. Par contre, vous êtes un mauvais chrétien si vous restez fidèle à la tradition de l'Église. Donc, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Comme on le disait, ce qui est formidable avec cette affaire, c'est que maintenant tout le monde connaît l'association de défense des mémoires du maréchal Pétain. Bon, ça va peut-être pas leur porter secours, puisque au vu des dernières déclarations du procureur, je crois, de la Meuse, il y a, au vu des plaintes qui ont été déposées suite à cette affaire, il y a tous les éléments. Et il me semble que c'est la porte-parole de l'Élysée, je crois, qui a déclaré qu'il y avait tous les motifs pour procéder à une dissolution de l'association. Hein. Donc bon, bah, peut-être que la DMP aura eu son quart d'heure de gloire avant son extinction. Je ne leur souhaite pas, mais on n'est jamais à l'abri à l'heure actuelle. Et tout simplement par rapport aux propos qu'a tenu Jacques Boncopain, donc le président de la DMP. Ce sont des journalistes sur place, d'ailleurs, lui avaient rappelé, c'est que les propos qu'il a tenus ne sont ni plus ni moins que les propos que Éric Zemmour avait pu tenir il y a quelques années en arrière au sujet du maréchal. Alors après, on peut avoir une grande discussion sur le maréchal était-il réellement antisémite, est-ce qu'il a fait comme il a pu, parce que bon, faut pas oublier que la moitié de la France était occupée et que ceux qui étaient censés être nos alliés nous bombardaient allègrement. Hein. Je parle des Anglais, évidemment, de la perfide Albion. Donc je pense qu'on pourra en parler un petit peu après de la politique du maréchal. Mais voilà, en tous les cas, ça a été, je pense que peut-être, c'est quoi, ça fait 70 ans maintenant que le maréchal est décédé. Voilà, il fait encore couiner dans les chaumières et c'est pour mon plus grand plaisir, je ne vous le cache pas. Merci beaucoup Cédric, j'ai beaucoup apprécié cette distinction que tu as mentionnée sur, disons, l'objectif de cette messe, pourquoi elle était célébrée. Et je voudrais vous poser une autre question par rapport à cette actualité-là, qui est de savoir, à votre avis, est-ce que c'est uniquement le problème du statut des Juifs qui aujourd'hui fait réagir les autorités par rapport à une messe comme ça qui est organisée pour le repos de l'âme du maréchal Pétain, ou est-ce que d'autres éléments dans sa vie, tels que la Révolution nationale, l'armistice de 1940, tous les autres éléments en fait, qu'on peut lier au maréchal Pétain, sont aussi des raisons en tant que telles qui auraient pu motiver, je dirais, un tel déferlement de réactions un petit peu quand même excessives, hein, surtout de la part du maire qui est venu sur place, etc. Ou est-ce que ces éléments, ça reste assez secondaire finalement, et ce serait vraiment la question du statut des Juifs, de la politique du maréchal Pétain par rapport aux Juifs, qui aujourd'hui donne lieu à ces réactions-là de la part des autorités? Alors, oui, enfin, il y a peut-être d'autres raisons. Alors, pour 14-18, c'est plus le côté positif qui serait mis en avant et même reconnu par la République, puisque c'est lui qui a mis fin à la politique des chairs à canon. Mais le statut des Juifs, oui, est l'une des choses qui lui est reprochée, enfin, qui rend quasiment impossible, et qui rend même impossible
le pardon de la communauté de lumière, du peuple élu. Enfin, comme dit Dieudonné, on n'a pas voté. Et donc, évidemment, c'est un sujet très crucial. Alors, certaines personnes adeptes de Philippe Pétain, comme Adrien Bozzi, vont dire que pas forcément. C'est en fait parce que son régime était on l'appelle le dernier souverain de France. C'était une contre-révolution, on va dire, réussie. Enfin, il y a d'autres régimes qui ont d'autres courants conservateurs qui n'ont pas de tels anathèmes qui leur sont attribués. Et oui, la question juive dans cette affaire est extrêmement importante. Et c'est ce qu'a dit Vincent Renoir d'ailleurs, qui n'est pas pétainiste, mais qui dénonce déjà des manipulations qui ont été faites sur cette personne. Il a dit effectivement, il faut aborder cette question. Alors après, la loi Guesso empêche justement d'aborder les causes profondes de ce cirque, et notamment comment y répondre. Mais voilà, je pense qu'effectivement, on le voit bien d'ailleurs, c'est un peu dans l'actualité, le capitaine Dreyfus promu au rang de je ne sais quoi, de général, je ne sais plus. Ça va ensemble, hein. On voit bien qu'il y a eu une unanimité dans les votes. Donc, nos chers politiciens qui passent leur temps à se crier dessus, sur certains sujets, notamment celui-là, de l'avant-garde de la République, là, se trouvent unis comme du ciment. Enfin, unis comme s'ils étaient unis par du ciment et sans aucune hésitation. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui lui est reproché en très grande majorité, c'est cette politique du statut juif et donc, bien évidemment, la collaboration avec l'Allemagne socialiste, en oubliant de dire que la réalité est quand même un peu plus compliquée. Il faut rappeler quand même que beaucoup de collaborationnistes étaient hostiles à Pétain aussi, parce qu'il n'allait pas assez loin selon eux. Effectivement, notre ami Jacques vient de le rappeler, il y avait beaucoup de collaborationnistes qui étaient très farouchement opposés au maréchal parce qu'il n'était pas assez collabo visiblement. Mais il faut remettre, là c'est un peu le professeur d'histoire qui va parler, il faut remettre les choses dans le contexte. Effectivement, ce qu'on reproche au maréchal, je pense surtout, c'est même pas je pense que c'est quelque chose de plus profond que la simple question juive finalement au sein de l'État français. C'est que en réalité, le maréchal Pétain était un Français enraciné, droit dans ses bottes, fidèle à ses principes. Fidèle à ses principes, et des principes qui lui viennent de son héritage paysan et de l'instruction qu'il a reçue chez les jésuites. Typiquement, pourquoi le maréchal il était général à l'époque, en 14-18, a réussi à faire tenir le front de Verdun, c'est parce il l'avait compris bien avant la Première Guerre mondiale, qu'il fallait économiser les troupes, qu'il fallait assurer du ravitaillement en conséquence, qu'il fallait faire de gros travaux d'artillerie, pardon, avant d'envoyer l'infanterie au combat. Et ça lui a valu d'ailleurs de passer, passez-moi l'expression, mais de passer pour un emmerdeur auprès du grand quartier général, hein, avant la guerre, mais aussi pendant la guerre, parce qu'il harcelait tout le monde pour obtenir les moyens dont il avait besoin pour mener à bien sa mission, et de la manière dont il entendait. Il avait carrément rompu avec les doctrines de combat de l'époque. Et donc forcément, il était très apprécié de ses hommes, il était très apprécié de tous, hein, et systématiquement, il ne faut pas l'oublier, lui, quand la guerre de 14-18 éclate, il est à 2 doigts de la retraite en réalité. La guerre de 14 éclate. En plus, pour rappel, hein, il n'est que colonel hein, quand la guerre de 14 éclate. Hein. Il n'est que colonel, et de colonel, il va gravir tous les échelons très rapidement. La guerre de 14 se termine, il est nommé maréchal de France, il part à la retraite. Il avait même une propriété dont le nom m'échappe, vous m'excuserez, mais pas très loin de chez, peut-être une centaine de kilomètres de chez moi, là dans les Alpes-Maritimes. On le rappelle, suite aux événements d'Espagne, on le rappelle pour servir d'intermédiaire avec le général Franco, puisque les deux s'étaient connus à l'époque. Et c'est encore lui qu'on va chercher en 40, alors qu'il n'a aucune responsabilité dans la débâcle qu'on a connue, même si les Français se sont battus comme des lions. Il n'a aucune responsabilité là-dedans. Et à l'heure actuelle, toutes les critiques qu'on fait concernant le maréchal, c'est par rapport à la Seconde Guerre mondiale. On en revient toujours à cette guerre-là. Mais
faut remettre aussi les choses dans le contexte. Moi, j'aime beaucoup entendre les gens qui disent: «Oui, moi, en 40, j'aurais été résistant, j'aurais résisté à l'occupation et tout, c'est formidable». Mais très honnêtement, tous ces gens-là, en 40, ils auraient suivi le mouvement et ils auraient bien fermé leur mouille. Parce qu'en 40, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement, c'est la débandade, personne ne prend ses responsabilités, tout le monde se barre. On va chercher un maréchal de France qui a 80 ans passés et qui a qu'une envie, c'est d'être tranquille chez lui à la retraite. Mais comme on le rappelle et que c'est un homme de devoir, un homme d'honneur, eh ben, il revient. Il revient, et en 40, la moitié de la France est occupée. Le 3 juillet 40, on se fait anéantir notre flotte qui s'était réfugiée en Algérie, à Mers el Kébir, par ceux qui étaient censés être nos alliés, à savoir les Anglais, qui nous ont quand même bien trahi ce jour-là et qui déjà nous l'avaient fait à l'envers à Dunkerque, lorsqu'il y a eu le repli du corps expéditionnaire britannique. Et donc, je vous laisse imaginer la situation dans laquelle il se trouve. Il y a des millions de civils qui sont sur les routes, qui fuient les combats. On a des centaines de milliers d'hommes, donc de Français, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, c'est pas une armée de métier, c'est une armée de mobilisés. Hein. Des centaines de milliers de Français, donc de travailleurs, de paysans, qui se retrouvent prisonniers de guerre en Allemagne. Faut trouver une solution pour faire bouffer tout le monde. L'armée allemande occupe la majeure partie du territoire. Comme je le disais, on se fait pilonner par ceux qui sont censés être nos alliés. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez trouver comme solution? Donc en fait, on lui reproche d'avoir appliqué la solution qui peut-être n'était pas la plus idéale, mais qui était la plus humaine et qui permettait d'aplanir un peu la situation, de prendre un peu de recul pour mieux repartir derrière. Parce qu'il faut rappeler aussi, il faut rappeler deux choses, et j'en terminerai là-dessus, c'est que 1940, la signature de l'armistice, c'est pas l'arrêt de la guerre, l'armistice, c'est l'arrêt des combats. Donc on est toujours en statut de guerre avec un autre belligérant, mais on arrête de se battre. Et dans les conditions d'armistice, le maréchal qui jouissait quand même d'une certaine aura, ou d'une aura certaine, auprès des autorités allemandes, avait réussi à faire en sorte que les colonies françaises ne soient pas occupées par les armées du Reich, et donc à maintenir une armée française sur ces territoires, sur ces colonies. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appellera l'armée d'Afrique, et c'est d'ailleurs grâce à l'armée d'Afrique que les troupes réussiront à reconquérir le territoire national. Voilà. Alors le seul problème, c'est qu'à la fin de la guerre, on a changé une occupation par une autre. C'est ça le problème. Alors que je dis toujours, à choisir entre les deux, on aurait peut-être mieux fait garder l'occupant allemand. Eux, au moins, étaient bien élevés. Merci beaucoup Cédric pour ton développement très intéressant. Oui, effectivement, tout ce que tu dis, moi je te rejoins totalement. La question que je voudrais vous poser maintenant, puisqu'on vient d'évoquer la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a de telles réactions de la part des autorités devant une messe pour le maréchal Pétain, c'est pourquoi est-ce qu'en France, personne n'est pétainiste? Parce que finalement, à part peut-être la DMP, puisque c'est une association vraiment focalisée sur cette question-là, à ma connaissance, il n'existe pas de structure je dirais, qui soit pétainiste, qui se déclare être pétainiste, même si je sais que les cariatides, par exemple, ont déjà été accusés d'être des pétainistes en jupon par les médias, mais au-delà de ça, ça n'existe pas en France. Pourtant, dans d'autres pays, il y a d'anciens dirigeants, par exemple Franco en Espagne, qui sont beaucoup plus mis en avant par certaines structures. C'est le cas en Espagne, il y a beaucoup de personnes qui se disent encore franquistes, et c'est, j'ai envie de dire, c'est admis, en tout cas dans le camp national, hein, pas forcément par la population espagnole en général ou par les autorités espagnoles, mais c'est quelque chose qui est plus admis dans le camp national. On dirait que ce n'est le cas en France pour Pétain. Alors, la question, c'est pourquoi? Est-ce que déjà ce que je dis, à votre avis, ça vous paraît réel ou pas? Et si vous pouvez développer un petit peu aussi sur les positions de notre mouvement par rapport à cette question, ça pourrait être intéressant pour que les auditeurs puissent avoir quelques éléments à ce sujet. La chose, elle est simple. Alors pourquoi il n'y a pas de mouvement qui se réclame ouvertement pétainiste? Bon, alors c'est peut-être, si on met en comparaison avec, je sais pas, peut-être les Italiens ou les Espagnols, c'est peut-être je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est propre à la France, hein, et qui est propre à la France. Et après, il y a peut-être ce côté. Moi, j'ai déjà entendu dire dans des milieux radicaux comme nous pouvons l'être,
entendu dire oui, mais la réhabilitation de la mémoire du maréchal, c'est un combat d'arrière-garde. Bon, moi je considère que la défense de l'histoire, c'est de notre histoire, ce n'est pas un combat d'arrière-garde, surtout qu'on on, on part, on reprend toujours le même problème, c'est que tous les soucis finalement et la condamnation des nationalismes en Europe vient du procès de Nuremberg. Donc typiquement, si on ne revient pas sur l'épisode de la Seconde Guerre mondiale et qu'on n'est pas capable de j'allais dire de débunker, mais c'est un mot extrêmement laid. Mais si on n'est pas capable de remettre les choses, l'église au milieu du village à ce sujet-là, on ne pourra jamais avancer finalement. Donc c'est peut-être quelque chose de très français, que certains considèrent comme un combat d'arrière-garde, je ne le pense pas. Nous, typiquement, en tant que nationalistes français, mouvement qui, même s'il est jeune dans sa forme actuelle, nous sommes quand même anciens, puisque nous sommes les héritiers de l'œuvre française du chef Pierre Sidos, comme lui-même a été membre du parti franciste et des jeunesses francistes de Marcel Bucard, et qui était un mouvement nationaliste qui datait d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes, comme le maréchal l'était en tant qu'individu, nous sommes vraiment enracinés dans l'histoire politique de notre pays. Et nous appelons, et ça a été dit et répété à maintes reprises, nous appelons de nos voeux à une seconde révolution nationale. Alors effectivement, la référence au maréchal et à la révolution nationale de 1940, elle est là, et nous revendiquons cet héritage, même s'il y aurait certainement des choses à dire concernant la politique du maréchal. Mais nous voulons cette révolution nationale. Pour nous, le maréchal Pétain est un grand Français qui a tout ce qu'il faut d'honorable, considérant qu'il a passé sa vie à servir la France, et que, comme je le disais tout à l'heure, même si il était au crépuscule de sa vie, et ben, quand on l'a rappelé, il n'a pas hésité une seule seconde, il y est retourné. Il y retournera quand les Allemands capitulent et qu'il se retrouve en Suisse. Les autorités françaises demandent à ce qu'il rentre en France pour être jugé. Lui accepte de bon gré de venir en France pour s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et les autorités suisses lui disent: Monsieur le maréchal, n'entrez pas en France, c'est les communistes qui sont au pouvoir, vous allez être condamné à mort. Il a dit non, j'assume pleinement tout ce que j'ai fait. Il dira à son procès cette très belle phrase: il dira, l'histoire seule me jugera. Donc voilà, donc nous reconnaissons le maréchal comme étant un homme brillant, qui a marqué notre histoire, qui a voulu, à un moment très compliqué de notre histoire nationale, a voulu refaire France. C'est un terme qu'on emploie nous aussi. Il a voulu refaire France en balayant finalement toutes les idéologies malsaines qui avait été instauré en France depuis la Révolution de 1789. Donc, il voulait refaire une France du travail, de la famille, une France unie dans l'amour de la patrie. Il voulait remettre en place ce vieil esprit aristocratique dans la société française. Et malheureusement, l'histoire fera qu'il n'y arrivera pas jusqu'au bout. Mais il y avait cette volonté, et c'est pourquoi on est très attaché en tant que nationaliste français à ce grand personnage. Merci beaucoup Cédric, mais ma question maintenant un petit peu plus, je dirais, un peu plus centrée, c'est pourquoi est-ce qu'en France, dans notre camp national, on a si peu de structures qui soit se revendiquent, soit défendent officiellement la figure du maréchal Pétain? Et je reprends l'exemple de l'Espagne, puisqu'en Espagne, on a certains grands partis qui sont beaucoup plus ouverts finalement à venir défendre leur figure, qui sont des équivalents, on pourrait dire, du maréchal Pétain. Le général Franco en Espagne, le parti Vox, par exemple, moi je pense que le parti Vox, on peut à peu près dire que c'est l'équivalent du Rassemblement national français, à peu près. Il y a plein de personnes chez Vox en Espagne qui n'ont pas tellement de problème à se dire franquistes, et même des personnes du PP, du Parti populaire espagnol, qui peuvent aussi avoir des tendances franquistes. Et le PP, c'est plus libéral finalement que Vox comme parti. Donc on serait plus presque sur un RN à tendance LR, un petit peu, si on veut faire un miroir par rapport à la France. Et pourquoi déjà en France, on n'a pas ça, ne serait-ce que dans les grands partis comme le Rassemblement national ou celui de Marion Maréchal, par exemple? Et pourquoi surtout dans des structures qui sont censées être plus radicales encore que ces grands mouvements en France, on a si peu de structures qui assument la défense du maréchal Pétain de façon pleine, de façon officielle, comme une ligne, sans être forcément d'ailleurs pétainiste, mais simplement comme le fait notre mouvement, défendre une figure historique. C'est ça un petit peu ma question.
Alors, plusieurs choses. Cédric disait à juste titre qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Pétain, contrairement à d'autres figures, enfin, après c'est mon avis, on peut en discuter, mais donc en Espagne, il y a El Caudillo Francisco Franco ou Salazar au Portugal. Vous remarquerez que Salazar d'ailleurs est, pour ceux qui ont la référence, est utilisé dans une série de films, que pour représenter un méchant, mais bon, ça c'est toujours le biais antifasciste. Hem, de J.K. Rowling dans Harry Potter, mais bref, ce sont des gens qui ont une politique, qui ont duré des décennies. Maréchal Pétain, c'est quelqu'un qui a eu le pouvoir suite à une débâcle militaire, alors qu'il n'était, qu'il n'était c'est pas péjoratif, mais il était simplement, ambassadeur de France en Espagne. Il n'avait pas vocation à la base à prendre, la tête, de la France, en tout cas de sa gouvernance. En ce qui concerne sa politique, effectivement, elle a été, déjà c'est là où on voit que la nuance n'est jamais prise. Tous les politiques du régime de Vichy n'ont pas été décidés par un seul homme comme certains ont pu le décider. Hem, il y avait Pierre Laval, les gens oublient quand même un peu ce personnage et ses ministres, et c'est surtout aussi les circonstances qui ont fait que le maréchal Pétain n'était pas, n'avait pas une politique aussi, comment dire? Aussi marquée que par exemple l'a pu l'être, Franco ou Salazar. Donc je dirais que c'est pour ça d'abord, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une durée de régime très longue. Ça a duré, 3-4 ans. Donc contrairement à Franco ou Salazar qui ont duré des décennies, ça explique en grande partie pourquoi est-ce qu'il y a pas de mouvement qui le défendent, enfin qui se revendique tellement puisque c'est plus quelque chose de circonstanciel. Maintenant, pour répondre très clairement et là je vais peut-être être un peu plus méchant, en ce qui concerne, le fait que pourquoi, même sans être pétainiste, donc là je viens de dire que c'est un peu plus compliqué puisque c'est circonstanciel. Pourquoi la simple défense de la réalité, de la mémoire historique, comme le fait Vincent Renoir, Yvan Benitier et d'autres, est-elle si peu présente dans les grands partis politiques et même dans les structures, identitaires, et autres? Bon, disons qu'en France, nous sommes à un niveau de soumission à une certaine communauté que vous connaissez bien, comme disait Dominique de la Warde, qui est à des niveaux, jamais vus et une soumission à tout le dogme antifasciste. Beaucoup de gens, dans nos milieux, on pourrait dire, comme dit Philippe Procarsac, ne veulent pas être associés à des régimes qui sont jugés extrémistes, par peur de ne pas avoir forcément leur rang de service. Alors je fais pas une généralité, mais il y a plusieurs cas. Ceux qui sont des opportunistes et des carriéristes, bon eux, que c'est normal. Mais il y a aucun courage, puisque même en Espagne, des partis politiques comme le Parti populaire, qui sont très carriéristes, quand même, osent des fois des choses qu'on n'ose même pas en France, y compris dans les milieux radicaux. Et les autres sont ceux qui vont dire que c'est, comme dit Cédric, hem, un combat d'arrière-garde, pour être plus vulgaire, ils vont on va dire de vieux cons, aussi. Alors que ils ne comprennent pas l'enjeu de cette question qui est le mensonge historique qui a été, forgé sur la figure du maréchal Philippe Pétain et qui n'est absolument pas d'ailleurs quelque chose du passé puisque le régime actuel nous le rappelle tout le temps. Je veux dire, le régime ne s'y trompe pas. À chaque fois, la rafle, ils ont harcelé tous les présidents de la République jusqu'à ce que Jacques Chirac cède et reconnaisse ce qu'il appelle la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Tout ceci n'est pas fait par hasard, hein. C'est vraiment pour appuyer le dogme antifasciste et le dogme anti-France surtout. Donc voilà, et je trouve que beaucoup de structures se perdent dans une espèce de je m'en foutisme, historique et de l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la phrase justement «fidèle au passé, tournée vers l'avenir», qui est, indispensable et c'est ce que disait aussi Ivan Benedetti, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre les anciennes générations militantes, soit beaucoup moins, et les nouvelles. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas ce lien charn et qui ne comprennent pas cette nécessité d'aborder, l'histoire, y compris dans ce qui paraît le plus ringard ou même le plus vieille garde,
pour défendre nos positions. Voilà. Et je terminerai en disant que, juste en précisant une petite chose pour le cas espagnol, c'est que il ne faut pas confondre les phalangistes qui ne commémorent pas Franco, enfin qui ne célèbrent pas, qui ne rendent pas hommage à Franco, et donc les franquistes, puisque Franco était, a été une espèce d'équilibriste, mais n'était pas un révolutionnaire comme José Antonio Primo de Rivera. Voilà, ça c'est la petite précision qui est toujours bien à mettre en avant et à rappeler. Voilà, voilà. Je vous laisse continuer. Oui, tu as tout à fait raison, Jacques, et c'est vrai que nous, en tant que militants nationalistes, on se rend en Espagne justement pour les commémorations à José Antonio, mais par exemple, nous, en tant que militants nationalistes français, on ne va pas aller, en tout cas en tant que structure, à des événements de commémoration du général Franco. Mais par contre, ça nous arrive pour José Antonio. Moi, à titre personnel, je l'ai déjà fait une fois, je me suis rendue en Espagne pour honorer la mémoire de José Antonio Primo de Rivera. Mais c'est vrai que c'était intéressant, je trouvais, de revenir sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'en France, contrairement à l'Espagne, ou même à d'autres pays, on n'a pas je dirais, ce positionnement, même à l'intérieur du camp national, en faveur de la défense de la figure du maréchal Pétain. Pour moi, c'est aussi, à mon sens, une barrière un petit peu mentale que certains se mettent, de se dire que ce serait trop caricatural, trop vieille garde, comme tu l'as dit, Jacques, de défendre le maréchal Pétain, que ça nous priverait finalement d'être soit à la mode, ou en tout cas ça nous ferait passer pour trop radicaux, trop caricaturaux. Et ça nous desservirait dans le combat. Or, on voit bien, et c'est là que moi je voudrais en venir, que certaines structures peuvent quand même subir une répression de la part du système, et d'ailleurs sembler tout à fait caricaturaux malgré tout sur d'autres positions, par exemple sur des positions en rapport avec l'immigration, peuvent être tout aussi radicaux et être vus comme tels et subir quand même la répression. Donc je suis pas sûre que se priver de défendre des figures historiques importantes nous empêche d'avancer, nous empêche de durer dans le temps aussi en tant que structure. Cédric, tu voulais prendre la parole, je te la laisse. Oui, il y a juste une chose dont je me suis fait la réflexion sur les raisons pour lesquelles on n'a pas de mouvement qui se revendique vraiment pétiniste, ou pourquoi on n'a pas plus de groupes en France qui prennent ce sujet à bras le corps. Je pense qu'il y a peut-être aussi une raison de durée de gouvernement. Si on garde le cas du général Franco en Espagne, Franco a gouverné l'Espagne des milieux des années 30, donc après la guerre civile espagnole, jusqu'à 1973, je crois, quand il est décédé. En Italie, le Duce a duré des années 20 jusqu'à 45. Et le temps de gouvernance du maréchal et donc de l'État français, c'est 4 ans, et encore en forçant un peu, parce qu'à partir de 42, les Allemands occupent la partie sud de la France, qui était censée être la zone libre. Et au fur et à mesure que les Américains et les forces de l'armée d'Afrique débarquent sur le territoire national, le gouvernement est replié, emmené par les Allemands, il faut le préciser. Ce n'est pas le maréchal qui décide de replier les structures du gouvernement, c'est les Allemands qui les emmènent de force. Ça, il faut le rappeler aussi. Donc, c'est vrai que le gouvernement du maréchal n'a pas duré aussi longtemps que le gouvernement de Franco, du Duce. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que les Français y accordent, même dans nos milieux, y accordent moins d'intérêt. Mais après, il faut parler, notre ami Jacques parlait de la soumission au dogme antifasciste. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le maréchal Pétain, comme je le disais, fait partie de notre histoire, fait partie intégrante de notre histoire. C'est un homme exceptionnel. Et comme dirait un vieux camarade de combat que j'ai ici dans le Var, on est chez nous, merde. C'est-à-dire que si on veut défendre la mémoire du maréchal Pétain, mais il fait partie de notre histoire, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Je veux dire, c'est notre histoire, c'est notre héritage. Euh, c'est inconcevable qu'on soit obligé de s'expliquer pendant des heures et des heures et des heures sur pourquoi on décide d'honorer la mémoire du maréchal ou de commémorer
son œuvre sur Terre. Voilà, on n'a pas demandé l'autorisation. On est chez nous. Oui, tout à fait, je te rejoins totalement. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce premier thème que je voulais aborder. Et je vous propose donc qu'on passe au second thème de ce soir, qui est en rapport avec la... Alors, je voudrais partir en fait déjà du fait qu'on a passé il y a quelques jours l'anniversaire des 10 ans, enfin l'anniversaire, bon. Euh, oui, c'est ça, l'anniversaire des 10 ans de l'attentat du Bataclan qui a eu lieu en 2015. Qui a été l'occasion de remettre sur le devant un petit peu de la scène quand même la question du terrorisme islamiste. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que pratiquement au même moment, puisque je crois que c'était le 9 ou le 10 novembre, je n'ai plus exactement la date, l'ancien chef du Front Al-Nosra, qui est aujourd'hui chef du HTS et qui est nouveau président syrien, à savoir Al-Joulani, a été reçu aux États-Unis par Donald Trump, alors même que, on le sait, hein, le Front Al-Nosra, c'était une émanation d'Al-Qaïda, donc des structures qui sont tout à fait dans l'idéologie islamiste. Et donc, je trouvais intéressant ce parallèle finalement entre d'un côté, nous, on a le 13 novembre et quelques jours après, ce déferlement finalement des autorités françaises sur le maréchal Pétain. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis qui reçoivent en fait finalement quelqu'un qui porte les idées de ces terroristes islamistes. Alors quel est votre ressenti sur cette question? Bah écoutez, c'est moi ce que je trouve incroyable, c'est que bon déjà on a reçu avant que Donald Trump ne reçoive le Al-Jouani, on l'a reçu à l'Élysée, hein, il y a quelques mois ou peut-être un an maintenant en arrière. Sitôt qu'il a pris le pouvoir à la place de Bachar el-Assad, il a été invité à l'Élysée, donc déjà je trouve ça quand même assez stupéfiant. Mais ce qui me fait sourire, c'est de me dire que Al-Jouani, comme tu le rappelais, en fait, le Front al-Nosra est une émanation de Al-Qaïda et qui a formé Al-Qaïda et qui a armé Al-Qaïda il y a de nombreuses années en arrière, c'était les Américains. Donc en fait, Al-Jouani, il est retourné à la maison mère, hein. Il est retourné voir son ancienne fac, hein. Typiquement, c'est ça, parce qu'il est de manière directe ou indirecte, il a été formé, je pense, par les Américains. Donc ça ne me surprend pas. Moi, au sujet du bas, à la limite, j'ai envie de dire que Al-Jouani, ancien du Front al-Nosra, qui est actuellement chef de l'État syrien, aille aux États-Unis dans le cadre de relations diplomatiques. Bon, quand on sait déjà, rappelons aussi le contexte de comment Al-Jouani a pris le pouvoir en Syrie. Il a pris le pouvoir en Syrie soutenu par Israël. C'est quand même formidable de voir des islamistes qui sont soutenus par l'État hébreu. Oui, c'est formidable. Donc finalement, voilà, je disais, il est retourné voir son ancienne fac. En fait, il est peut-être aussi allé voir son patron au passage. Ça, c'est pas impossible parce qu'on sait très bien que Trump, c'est un sioniste convaincu. Moi, ce qui me, ce qui me scandalise le plus, c'est la mentalité qu'ont les gens vis-à-vis de cette commémoration et non pas cet anniversaire, cette commémoration du massacre du Bataclan. J'ai entendu les mêmes discours guimauves qu'on avait eu droit il y a 10 ans en arrière, ce fameux texte "Vous n'aurez pas ma haine". Non, je suis désolé. Je veux dire, sur l'instant, effectivement, on compte les morts et on se recueille. Mais au bout de 10 ans, on compte plus les morts et on se recueille plus. On demande la tête des responsables. Et les responsables sont certes les gars qui sont rentrés avec les ceintures d'explosifs et les fusils d'assaut, mais ce sont surtout les gars qui sont au pouvoir sur la scène de théâtre ou dans l'arrière-boutique. Oui, tout à fait. Et moi, ça me fait penser et je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de cette expression finalement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une mémoire sélective en France, c'est-à-dire qu'on va se choquer d'une messe pour le maréchal Pétain, mais on ne va pas se choquer par contre de cette réception de Al-Joulani, que ce soit à l'Élysée, puisque je ne sais plus non plus quand est-ce que ça a eu lieu. Pour moi, c'était il y a quelques mois, mais j'ai perdu. Et maintenant aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une mémoire sélective finalement? Totalement, totalement. C'est un deux points de mesure absolument infect.
Donc c'était à peu près le 7 mai que que Giuliani, le coupeur de tête, gentil, parce qu'il y a le bon coupeur de tête et le mauvais coupeur de tête. Le bon, c'est juste que quand ça arrange, le système. Alors Cédric faisait bien de le rappeler qu'Israël a soutenu, enfin en tout cas préfère Giuliani à Bachar al-Assad, et j'aimerais juste revenir sur, le fait que monsieur Giuliani a été, s'est entretenu avec Ronald S. Lauder. Alors qui est ce cher monsieur? Eh bien, c'est tout simplement le président du Congrès juif mondial qui est derrière l'interdiction d'aube dorée dont une camarade nationaliste, aube dorée en Grèce, et qui est aussi donc, ce président qui demande de condamner l'antisémitisme avec, tous les moyens les plus forts parce que évidemment tout le monde, pense à ça. Spoiler non. Hem Et bien donc ce président du Congrès juif mondial qui fait interdire obdurer sur des faux prétextes, il faut quand même rappeler que le obdurer n'est pas interdit puisque la constitution grecque empêche l'interdiction de parti, mais les dirigeants ont été mis en prison. C'était sur, en fait, une affaire Clément Méric un peu, c'est-à-dire des gauchistes attaquent un bar, un ancien membre d'Obdoré se défend et tue l'un des assaillants. Alors on peut dire que c'est un drame, hein, que ça se termine comme ça, et en gros, ça justifie donc toute la machine judiciaire, voilà. Donc ce même personnage qui a persécuté, enfin qui a poussé à la persécution la plus hystérique, Obdoré, qui voulait aussi s'en prendre au Yobik, mais vu qu'il s'est retourné, c'est terminé, sympathise avec quelqu'un qui a commis des massacres absolument abominables, que ce soit sur des civils, ou des militaires, avant, pendant et après sa prise de pouvoir. Donc c'est là où on voit, et là je tiens à insister là-dessus, hein, que ces démocraties antifascistes se révèlent. En fait, mieux vaut être pour elles, elles préfèrent un violeur d'enfants à un patriote. C'est-à-dire que c'est là où on revient tout le temps au dogme antifasciste, c'est ce que dit Vincent Renoir. Aux yeux des antifascistes, ceux qui sont déclarés comme fascistes, donc ceux qui remettent en cause la religion des droits de l'homme, et tous leurs dogmes individualistes, antiracistes, et enfin, tous les délires qu'ils peuvent avoir, libre-échangistes, enfin bref, sont des monstres et donc ne méritent pas les droits de l'homme, hein. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, comme dirait Benoît de Saint-Just, qui, rappelons-le, faisait décapiter une femme qui ne voulait pas, qui n'acceptait pas ses avances, et avait fait une culotte à peau humaine avec celle-ci. Donc, la réception de Giuliani par Trump n'est pas une première, puisqu'il avait déjà été reçu, je crois, enfin, mais aussi par Macron à l'Élysée. Et pour une fois, on peut dire que Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen avaient eu des réactions respectables en disant que c'était un crachat à la figure de toutes les victimes des enfants de Giuliani. Je rappelle quand même que celui qui a tué, que le tueur, en tout cas celui qui donc qui a tué Samuel Paty était en lien avec le groupe de Giuliani, donc HTS Awad al-Sham, était en lien. Donc c'est-à-dire que la France a accueilli littéralement le chef idéologique de celui qui a tranché la tête d'un professeur, donc le meurtrier Abdullah Anzorov, ça ressemble à Azov, est littéralement un produit de Giuliani en France et il est accueilli en grande pompe. Donc ça montre bien, et pour les naïfs, qui parlent qu'il ne faudrait pas être trop radical, en face, ils accueillent littéralement un assassin, un criminel des plus violents. Donc, et comme dit Cédric, enfin nous, on n'a pas à se justifier de défendre telle ou telle personne, parce qu'en face, ils défendent même des criminels les plus violents, les plus sadiques, les plus dégueulasses qui soient. Et, jusqu'à carrément, littéralement, ceux qui sont à l'origine d'attentats terroristes. Donc le groupe Hayat Tahrir al-Sham. Donc voilà, tout est dit, je pense. Et je terminerai en rappelant aussi une petite chose, c'est que la prise de pouvoir de Giuliani a été aussi possible, donc avec l'aide d'Israël, mais aussi de l'Ukraine, les gens l'oublient, puisque des djihadistes, pendant que Bachar al-Assad était au pouvoir, s'étaient réfugiés en partie en Ukraine.
Voilà, donc l'avant-garde de la démocratie, c'est Israël et l'Ukraine, et donc les bains de sang avec. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point-là. Les antifascistes ne sont et ne seront jamais des gens qui sont aptes à nous donner des leçons de morale, et c'est encore une preuve ici, avec cet événement-là. Eh bien, moi, je voudrais rajouter une chose et faire un parallèle entre ce qu'on a dit tout à l'heure sur le maréchal Pétain et là, ce qui se passe avec le triste anniversaire des attentats du 13 novembre. C'est évidemment la répression judiciaire, en tout cas les tentatives de répression de la machine judiciaire. On a d'une part, évidemment, la messe en hommage au maréchal comment dire, qui a voulu être interdite. Voilà, ils ont essayé de l'interdire. Ils ont aussi attaqué le prêtre pour son sermon, voilà, en l'accusant d'avoir fait ce qu'ils appellent du négationnisme. Voilà, encore un mot pour choquer l'opinion. Forcément, vous accusez quelqu'un de négationnisme, les gens ne vont pas avoir spontanément envie de le défendre, et ce, sans même s'attarder sur les propos qu'il aurait véritablement tenus. Et d'autre part, là, dans l'affaire des attentats du Bataclan et des terrasses, etc., enfin, du 13 novembre, il y a un groupe identitaire parisien qui s'appelle Les Natifs, qui a fait une banderole pour dire, je crois que c'était 10 ans après, les ennemis sont toujours là, ce qui est purement factuel. Mais bon, la République se fiche de ce qui est factuel. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui l'arrange et ce qui l'arrange pas. Et en l'occurrence, la banderole l'arrangeait pas puisqu'elle met en lumière ses errements. C'est-à-dire qu'on va nous dire, ah oui, regardez, c'est triste, c'est les 10 ans du Bataclan. Évidemment, c'est triste, mais quand vous avez quelqu'un qui est responsable, au moins par sa passivité de ce qui se passe, qui vous dit que c'est triste, eh bien, vous n'avez pas évidemment envie de le suivre, quand même ce qu'il dit est vrai, puisqu'il le dit d'une manière hypocrite, puisqu'il est responsable dans une certaine mesure. Et donc, la répression les a frappés. On a un camarade qui a été perquisitionné ce matin, et donc le procureur a d'ailleurs voulu les interdire de Paris, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été prononcé finalement, mais voilà, ils ont interdiction tous de se voir jusqu'au procès et de mener une manifestation. Et en fait, ce qui est retenu contre eux, en plus de la, la provocation, ce qu'ils appellent la provocation, la haine raciale, c'est ça qui est assez. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que j'invite nos auditeurs à se demander pourquoi est-ce que quand on dit les ennemis sont toujours là, on nous dit c'est de l'invitation, c'est de l'incitation à la haine raciale. Vous dites les ennemis. On n'a pas dit les ennemis ils sont de telle race. Donc est-ce qu'eux ils font le lien parce qu'ils connaissent les réalités? Bon, voilà, je laisse chacun juger là-dessus. Et donc, voilà, ils ont interdiction de se voir, interdiction de faire une manif. Ce qui est aussi retenu contre eux, voilà, je voulais venir à ceci, c'est qu'ils ont fait une manifestation interdite. Donc, ça permettra à l'appareil répressif d'État eh bien, de leur interdire les prochaines manifestations, ou en tout cas peut-être d'essayer de les dissoudre, d'avoir des éléments de dissolution. Vous dites, voilà, regardez, ce sont des groupes qui font des manifestations qui sont interdites, voilà, il y a du trouble à l'ordre public, c'est scandaleux. Et cette répression a un effet très pervers, en plus de mettre la pression sur des militants ou d'essayer de les faire condamner à des amendes, alors que la plupart des militants ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous prenez une grosse amende alors que vous êtes encore dans les études ou que vous êtes à peine travailleur, ça vous met vraiment mal et ça peut inciter les gens à arrêter le militantisme, ce qui est évidemment pas la chose à faire, mais qui est parfois malheureusement la conséquence. Et pendant qu'il y a la répression qui frappe, eh bien les gens vont s'interroger, vont essayer de savoir est-ce que le caractère de la banderole est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que il y a vraiment autant de problèmes qu'on le dit concernant l'immigration, est-ce que l'islamisme est aussi rampant, alors que ce sont des choses que normalement on aurait dû statuer ça il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Je veux dire, on le sait que l'immigration est problématique, il n'y a qu'à sortir dehors, il n'y a que les connards de gauchistes planqués dans leur campagne qui semblent ne pas voir les réalités, même quand ils vivent dans les villes, par exemple à Rennes, il y a un gros exode en ce moment où ils partent à Angers, ils vont refaire de la merde à Angers, ça va devenir un trou à merde et ils vont repartir dans une autre ville un peu plus petite jusqu'à ce que ça devienne
la même anarchie. Et donc, pendant ce temps, donc, grâce à la répression, eh bien, la République cristallise les pensées des gens sur des choses qui sont évidentes, puisqu'elle les conteste. Donc, au lieu de se demander comment on fait pour lutter contre l'immigration, comment s'organiser collectivement, comment faire, je ne sais pas, des villages où on se regrouperait entre nationalistes, entre catholiques, etc., eh bien, vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui sont encore bloqués à faire des débats sur la pertinence ou non de la lutte contre l'immigration, dans quelle mesure, alors que ce sont des choses qui normalement devraient être évidentes à tous les esprits sensés. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton intervention, notamment sur cette affaire aussi qui est aussi très brûlante, actualité très brûlante sur cette répression par rapport à cette action banderole. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter des choses sur cette thématique. Sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette émission, puisque le thème général finalement qu'on a pu évoquer, c'est celui d'une mémoire à double vitesse. Hein. Je pense que c'était un petit peu le thème général de cette émission. Je vous propose de vous laisser, comme d'habitude, chacun votre tour, un petit mot de la fin, avant de conclure cette émission. Jacques, vas-y, je te laisse commencer. Oui, merci Hilda. Oui, merci Hilda. Donc, écoutez, comme mot de la fin, je dirais soutien à nos camarades qui sont poursuivis dans l'affaire qu'a mentionné Alexandre. Et j'invite les gens à se rendre sur le site de l'ASLA, donc l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, pour justement soutenir les différents patriotes qui sont persécutés, ainsi que le CLAN, donc le comité de liaison et d'aide nationaliste pour les nationalistes persécutés. Et j'invite donc les auditeurs à rester, donc à partager l'émission et aussi à poser des questions dans les commentaires, puisque comme on l'avait mentionné, on peut répondre à des questions écrites ou par messages vocaux selon votre préférence. Donc n'hésitez surtout pas à suggérer aussi des sujets. Hein, c'est tout suggérer des thématiques. C'est tout l'intérêt des commentaires sur Internet. Voilà. Et et je salue une nouvelle fois donc toute notre équipe et tous les éditeurs. À la prochaine. Merci beaucoup, Jacques, et bonne soirée à toi. Et je te laisse, Alexandre, conclure cette émission sur un petit mot de la fin. Eh bien, puisque le gouvernement voudrait empêcher d'honnêtes citoyens, d'honnêtes catholiques d'organiser des messes ou d'avoir une pensée pieuse pour diverses personnes, soit qui ont fait notre histoire ou soit qui combattent aujourd'hui, eh bien voilà, ayez une pensée pour tous ceux qui se sont battus pour la France, ayez une pensée pour les camarades aussi qui actuellement subissent la répression, et n'oubliez pas que France rime avec espérance. Merci à tous nos auditeurs et à la prochaine fois. Merci à tous et bonne soirée, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fréquence Jeunes Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeunes Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @Fréquence Jeunes Nation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez, engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeunes Nation.